Merci Antoine et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les 5 principes fondamentaux du change management. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà été certifiés ou qui sont des change managers expérimentés, nous sommes confiants qu'on va pouvoir vous présenter quelques nouvelles inspirations. Et par contre, pour les plus novices, ce webinaire est conçu pour vous aider dans une découverte de comment préparer et équiper les collaborateurs pour le changement. On va parler de ces 5 principes fondamentaux. C'est en fait la façon d'expliquer le pourquoi, le quoi et le comment du change management. Ça va être notre façon d'expliquer simplement ce qu'est le change management. Et je vais vous aider à appliquer les 5 principes du change management, aider à expliquer le quoi, le pourquoi, le comment, expliquer les principes et les appliquer véritablement à une de vos initiatives. Et donc pour ça, nous allons le faire de façon très, très, très pratique. Je vous suggère de prendre une feuille de papier, une feuille blanche, oui, comme celle qui est représentée ici, et sur cette feuille, vous allez tracer 2 lignes, comme ceci, pour obtenir 4 zones, plus ou moins de cette façon-là. Et nous allons utiliser cette feuille pour pratiquer les 5 principes fondamentaux du change management. Alors, la chose que je trouve extrêmement importante dans cet exercice, je la résumerai par cette phrase du gourou du management qui s'appelle Stephen Covey. La priorité est fonction du contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que j'observe trop souvent des personnes qui essayent de justifier, d'expliquer le change management indépendamment de tout contexte. Je dirais de façon quasiment académique. Mais pour moi, la réalité est claire et implacable. Vous n'obtiendrez pas la priorité nécessaire si vous n'expliquez pas la valeur du change management dans le contexte. Les 5 principes fondamentaux vont vous aider à constituer un cadre, une structure pour vous aider à fournir le contexte et ensuite le change management comme solution à ce qui se passe réellement en changement. Et je vais donc vous aider à créer ce contexte. On va découvrir rapidement ces 5 principes fondamentaux et puis on les explorera chacun l'un après l'autre. Le premier, c'est nous changeons pour une raison. Le deuxième, le changement organisationnel nécessite le changement individuel. Le troisième, les effets organisationnels sont le résultat collectif des changements individuels. Notez que jusqu'ici, nous n'avons pas encore parlé de change management. Nous présentons la réalité du changement. Et à partir de ce moment-là, nous allons introduire le change management comme solution à cette réalité. L'élément numéro 4, c'est que le change management est un cadre qui vise à gérer le volet humain du changement. Et le numéro 5, nous allons appliquer le change management pour concrétiser les bénéfices et effets voulus par le changement. Alors, nous allons commencer bien sûr par le premier. Nous changeons pour une raison. On va peut-être commencer par définir le changement. Qu'est-ce que le changement, avant de parler de la conduite du changement? Eh bien, le changement, c'est un mouvement à partir d'un état actuel, au travers d'un état de transition, vers un état futur. Pour atteindre cet état futur, c'est une structuration en 3 étapes qui s'est toujours faite chez tous les spécialistes du change management. On peut remonter à plus d'un siècle. L'anthropologue Arnold van Gennep décrivait déjà le changement sous cette forme-là. Et depuis, de nombreux autres contributeurs à la discipline du change management ont repris cette formulation en 3 étapes. Je peux vous montrer quelques exemples de ceci. Dès Arnold van Gennep, il utilisait des termes tels que séparation, linéarité, réintégration. C'était donc 3 états liés au changement. Depuis, Kurt Lewin, le sociologue, a également structuré ça en 3 états de façon assez particulière, c'est-à-dire que ce sociologue disait que pour changer, il fallait d'abord décongeler la situation, la déplacer et puis la recongeler. Depuis, d'autres spécialistes, William Bridges par exemple, parle d'une fin, d'une zone neutre et puis d'un nouveau début. Ensuite, les véritables spécialistes du change management en entreprise ont toujours décrit le changement sous forme de 3 états, et même depuis l'an 2000, les plus récents, encore la même chose. Les termes, en fait, importent peu. Ce qui est important, c'est qu'on va toujours décrire comment les choses étaient faites
le mouvement et comment les choses seront faites lorsque nous aurons effectué le changement. Donc, c'est ça le changement en 3 états. Et probablement que vous avez pour l'instant le sourire en coin en disant « Oui, bien sûr, Vincent, ce changement, je veux bien, état actuel, transition future. » Mais la réalité, c'est plutôt ceci. C'est qu'on n'a pas encore fini un changement, on est lancé dans 36 autres et il devient particulièrement difficile de voir où on en est par rapport à ces changements. Oui, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai et dans ce contexte-là, il restera également tout à fait vrai que les changements sont toujours structurés sous forme d'un état actuel, d'un état de transition et d'un état futur. Une réalité du changement, lorsque je dis on change pour une raison, c'est que lorsqu'on lance un changement, c'est bien sûr parce qu'on a bon espoir que l'état futur sera meilleur que l'état actuel. Cela peut être de différentes façons. Exemple, les coûts deviennent inférieurs à ce qu'ils étaient, les revenus plus élevés que ce qu'ils étaient, les erreurs moins fréquentes que ce qu'elles étaient, l'efficacité plus grande que ce qu'elle était. Donc vous voyez, ça peut être de plusieurs façons différentes. On espère un état futur meilleur que l'état actuel. Alors je vais vous présenter un modèle tout simple pour vous aider à représenter les raisons de votre changement. Ce modèle est simple. Vous voyez en haut les déclencheurs et en bas les buts. Alors les déclencheurs, je dirais, c'est ce qui est relié à l'état actuel. C'est les considérations de l'état actuel qui vous font penser, vous font considérer à un moment que oui, il faut changer. Ça peut être des déclencheurs internes à gauche ou externes à droite. Exemple de déclencheurs internes, les plans stratégiques qui ont été décrits vont déclencher des changements en interne. Des difficultés de performance interne, le besoin d'amélioration continue, des demandes de faire plus avec moins. Tout ça, ce sont des déclencheurs internes. Vous pouvez également avoir des déclencheurs externes, les menaces venant de la concurrence, les demandes des clients, les mouvements du marché, les nouvelles technologies, des nouvelles réglementations ou des nouvelles législations. Tout ça, ce sont des déclencheurs externes. Il y a également la considération des buts. Tout comme les déclencheurs sont liés à l'état actuel, les buts sont liés à l'état futur. C'est une aspiration à atteindre cet état futur. Les buts internes, ça va être d'avoir des coûts diminués, des revenus augmentés, des erreurs réduites ou une efficacité accrue. Des buts externes, c'est avoir des parts de marché gagnées, des clients plus satisfaits, des partenariats élargis ou une exposition au risque atténuée. Je vous invite à ce stade-ci à me faire part du projet que vous avez en tête pour l'instant, le projet sur lequel vous travaillez ou vous désirez travailler. Vous avez en haut de votre écran, si vous amenez votre souris en haut de l'écran, vous avez un menu. Et là, vous allez prendre l'option Converser. Vous voyez comme le logo, c'est un petit phylactère, vous voyez Converser. Et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, je vous invite à taper le projet, à mentionner le projet auquel vous pensez, le projet sur lequel vous travaillez ou vous allez travailler. Donc, prenez quelques secondes. Donc, je lis ici un projet de quality management en pharmaceutique, transformation HR, les canaux digitaux, mutualisation des flux téléphoniques, transformation digitale, développement d'une nouvelle culture managériale, centralisation des services de support informatique, externalisation de services immobiliers, développement d'une approche orientée client, implémentation SAP. Donc, je vois toute une série de projets de transformation très différents, très diversifiés. Et évidemment, nous allons pouvoir considérer le change management pour tous ces types de projets. Et vous allez pouvoir faire cette réflexion de quelles sont les raisons pour lesquelles on veut faire ces projets. Donc, je vais vous soumettre une petite enquête. Vous allez avoir une question qui va apparaître à l'écran. La question est la suivante. À quel point, dans votre entreprise, pour ce projet, à quel point les raisons du changement sont-elles clairement formulées dans votre entreprise? Alors, je vais vous inviter à voter. Est-ce que c'est parfaitement clair? Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est clair? Ou est-ce que c'est pas vraiment clair? Ou est-ce que c'est pas clair du tout? Donc, prenez quelques secondes pour voter.
pour donner votre réponse et puis nous allons découvrir cela ensemble. Prenez encore quelques secondes. Oui, certains ont encore besoin d'un peu de temps pour répondre. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est clairement formulé? Donc, parfaitement clair, très clair, clair, pas vraiment clair ou pas clair du tout? OK. Eh bien, on peut afficher les résultats pour voir où nous en sommes dans le groupe des participants. On voit que dans la moitié des cas, c'est très clair. Bon, pas parfaitement clair, mais très clair. On voit donc, je reprends les statistiques détaillées, 6% disent parfaitement clair, 50% disent très clair, 17% disent clair et 28% disent pas vraiment clair. Oui. Donc, on a donc chez pas mal de participants quand même la chance d'avoir des formulations d'objectifs de projet suffisamment clairs. Je vous invite maintenant à prendre votre feuille. Donc, pour ceux qui auraient raté la première minute, j'ai suggéré que vous preniez une feuille de papier et la subdiviser en 4 zones, avec 2 traits comme représenté ici. Et dans la zone supérieure gauche, vous allez énumérer les raisons de votre changement. Donc, en quelques mots, quels sont les objectifs, quels sont les bénéfices, quels sont les résultats et effets attendus de votre projet ou de cette initiative. Eh bien, donc, prenez 2 minutes sur la feuille pour bien rédiger les raisons de ce changement. Et je vous laisse travailler et je reviens vers vous dans 2 minutes. Vous avez encore une vingtaine de secondes pour bien énumérer les raisons de votre changement. Eh bien, après ceci, nous allons pouvoir passer au deuxième principe fondamental qui est le changement organisationnel nécessite le changement individuel. Bon, partons du changement organisationnel. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous désirons atteindre un état futur, comme je l'ai représenté tout à l'heure. Par exemple, mettre en place un système ERP, numériser des données médicales, de documenter et optimiser les processus d'entreprise ou un projet de déménagement. Tout cela, ça va décrire un état futur. Eh bien, là où je vais en venir dans ce deuxième principe, j'aime le présenter sous forme d'une boutade, c'est qu'en fait, une organisation ne change pas. Une organisation ne change pas, en fait, ce sont les individus qui changent. Et c'est lorsque les individus ont changé qu'on pourra dire que l'organisation a changé. Ce que je veux dire par là, c'est que le changement, les états actuels et futurs dont on parlait, ça va se faire au niveau des individus. Ça va par exemple être André qui dit « j'utilisais l'ancien système, maintenant j'utilise le nouveau système intégré ». Ça va être Bernadette qui vous dira « eh bien je faisais juste ce que j'avais besoin de faire et maintenant j'applique les nouveaux processus ».
Et puis, ça va être Charles qui va dire, bah oui, je rapportais à une telle personne et maintenant je rapporte à une autre personne. Et puis Denise et Édouard et ainsi de suite. Tous ceux-là ont leur propre état actuel individuel et vont devoir aller vers leur propre état futur individuel. Et c'est ça la réalité du changement. Quand on considère un changement d'état actuel vers transition et futur, eh bien, en fait, la véritable unité de changement, c'est l'individu. C'est cela qui va faire que le changement se produit. Alors les individus donc vont être impactés par les changements, ils vont être affectés par les changements de telle ou telle façon. Nous allons pouvoir découvrir que les façons dont un individu peut être impacté par le changement peuvent être très diverses. Il y a de nombreux aspects de travail d'une personne qu'on peut affecter. Ça peut être les processus, les systèmes, les outils, les rôles, les comportements, les attitudes et croyances, la structure hiérarchique, l'évaluation de performance, la rémunération ou la localisation. Et nous pouvons utiliser des outils pour donner une vue relativement claire du niveau d'impact du changement sur des individus ou des groupes d'individus. Par exemple, un tel groupe, on va pouvoir constater que tous ces types d'impacts sont grandement considérés. Pour d'autres, on va constater que l'impact est moyennement grand, pour d'autres plus faible, et puis pour d'autres quasiment pas d'impact du tout. Vous allez pouvoir représenter cela afin de pouvoir vous créer cette réalité du changement dans votre entreprise par rapport à une initiative. Alors, je suggère toujours d'utiliser un outil tout simple comme celui-ci que j'appelle le tableau hier-demain. C'est-à-dire que pour chacun des 10 types d'impact, sur une feuille, on décrit quelle était la situation hier avant le changement, quelle sera la situation demain après le changement, ce qui permet d'évaluer l'ampleur de l'impact. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, je vais vous remettre encore un petit sondage avec une question relative à cela. La question est, à quel point les changements individuels requis par les projets dans votre organisation sont-ils bien définis? Donc, on parle des changements individuels. Est-ce que la vue sur ces impacts individuels, est-ce que c'est parfaitement clair? Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est clair, pas vraiment clair ou pas clair du tout? Donc, prenez quelques secondes pour répondre à cette question. On parle de la définition, de la description des changements individuels. Voilà, donc la question en fait, nous a amené à la considération qui est, est-ce que nous avons juste une vue satellite du changement ou est-ce que nous comprenons bien les impacts individuels? Donc, nous pouvons regarder maintenant les résultats. Ce que je lis, parfaitement clair, 0%. Très clair, 5%. Clair, 23%. Pas vraiment clair, 55%. Et pas clair du tout, 18%. Ce qui veut dire que pas vraiment clair et pas clair du tout, on a déjà 73%, ce qui fait 3/4 des cas environ. Dans 3/4 des cas, on ne voit pas vraiment clair, voire pas clairement du tout, les impacts qui vont être appliqués sur les différents individus. Je vois que c'est donc certainement un domaine sur lequel nous devrons faire pas mal d'efforts en termes de change management. Nous avons probablement une tendance à peindre le changement avec une grosse brosse, avec un gros pinceau, sans aller au niveau individuel. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de reprendre votre feuille et d'inscrire dans la partie supérieure droite quels sont les groupes affectés par le changement? Quels sont les individus ou groupes qui devront faire leur travail différemment lorsque ce changement sera mis en place? Peut-être pas directement par leur nom, mais ça peut être par équipe, par fonction, par catégorie de personnes. Vous prenez une minute et demie pour rédiger cela sur la feuille.
Prenez encore une dizaine de secondes. Eh bien, merci pour cela. Et je vous propose de passer maintenant au principe fondamental numéro 3, qui est les effets organisationnels sont le résultat collectif des changements individuels. Je reprends notre représentation du changement sous forme d'un processus en 3 étapes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ces grands carrés sont en fait la combinaison des états individuels. La transition organisationnelle nécessite des transitions individuelles. Et ce que vous risquez d'obtenir si vous ne, comment dire, si vous ne procédez pas de façon réfléchie, intentionnelle, si vous n'appliquez pas les bonnes pratiques, eh bien, vous risquez de ne pas pouvoir mener tous les trajets individuels. C'est-à-dire que vous risquez d'en perdre certains. Perdre leur motivation, perdre le niveau de compétence nécessaire, ou certains peuvent même tomber malades ou même quitter l'entreprise. Bref, de plusieurs façons, vous pouvez en perdre. Et même dans l'état futur, alors, vous risquez d'obtenir ceci que j'aime décrire comme un fromage suisse. Et vous pouvez ainsi voir la différence entre l'état futur que vous souhaitiez avoir en haut à droite et ce fromage suisse en bas à droite. Évidemment, ce n'est pas la même chose, d'où l'importance de veiller à ce volet humain. Ce que je veux dire par là, c'est que veiller à ce volet humain, c'est en fait combler des écarts. Combler des écarts. Combler l'écart entre les besoins du changement et les résultats du changement. Combler l'écart entre les livrables d'un projet et les effets obtenus par ce projet. Combler l'écart entre les spécifications de la solution voulue et le maintien véritable de la solution. Combler l'écart entre l'installation des solutions et la réalisation des bénéfices. Et donc, oui, en effet, le volet humain du changement consiste à combler l'écart entre des solutions et des bénéfices. Ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est visualiser ces bénéfices au travers des facteurs humains. Je veux dire par là, les bénéfices d'un projet ou d'un changement vont être déterminés ou vont être contraints par des facteurs humains. Le premier, c'est la vitesse d'adoption. Avec quelle rapidité les personnes se mettent-elles à appliquer les nouveaux systèmes, les processus, les nouveaux rôles. Évidemment, si la vitesse est plus grande, eh bien, les résultats au niveau de l'entreprise seront meilleurs. Si la vitesse est plus lente, ce sera l'inverse. C'est donc un facteur humain qui va influencer les résultats de l'entreprise. Un autre facteur humain, c'est l'utilisation atteinte. Je veux dire par là, combien de collaborateurs sur l'effectif total vont acheter la nouvelle solution et vont véritablement l'utiliser. Si tous l'utilisent, eh bien, les résultats de l'entreprise sont meilleurs. Si peu l'utilisent, les résultats de l'entreprise sont moins bons, évidemment. Et le troisième facteur humain, c'est l'efficacité. C'est le niveau de performance des personnes par rapport au niveau attendu lorsqu'on a conçu ce changement. Si l'efficacité est bonne, eh bien, les résultats sont meilleurs. Si vous avez des difficultés d'efficacité, un facteur humain, eh bien, vous aurez de moins bons résultats. Et on voit donc que les résultats organisationnels dépendent de ces transitions individuelles. Dépend dans quelle mesure. Ça peut bien sûr varier d'un projet à l'autre. Ce que vous voyez au milieu de l'écran ici, c'est ce que je représente, c'est la façon dont je représente les bénéfices pour l'entreprise de par votre projet. Et vous voyez, il y a deux parties. La partie inférieure, en orange, c'est les bénéfices que vous allez obtenir simplement en installant la solution, en installant un système, une plateforme, un outil, en dessinant un organigramme. La partie supérieure, violette, c'est les bénéfices que vous allez obtenir par l'adoption de cette solution par les personnes impactées. Alors évidemment, d'un projet à l'autre, ça peut être différent. Vous pouvez avoir des projets où seulement 20% des bénéfices dépendent de l'adoption. Vous aurez ceci, par exemple, dans des projets où on va remplacer des serveurs informatiques dans la salle des machines,
Le défi de l'adoption par les utilisateurs n'est pas énorme. Il y aura juste les administrateurs système qui devront changer leur façon de travailler. Et vous aurez beaucoup de bénéfices simplement par l'installation de ces serveurs. Par contre, dans d'autres projets, vous allez constater que rien que par l'installation de la solution, vous n'obtiendrez que la moitié des bénéfices. Et l'autre moitié viendra véritablement de l'adoption. Ou parfois même, vous verrez que rien que l'installation vous donnera peu de bénéfices. Et la grosse majorité des bénéfices viendra de l'adoption par les utilisateurs. Et ce dont je parle ici, nous allons appeler ça le retour sur investissement du change management. C'est la contribution de l'adoption. Vous voyez en bas à gauche, eh bien là, il n'y a quasiment aucune contribution d'adoption, tandis qu'à droite, la contribution de l'adoption est totale. Et là, c'est 100% de vos bénéfices qui vont dépendre du fait que les gens vont changer de façon de travailler. Je vais me référer pour bien explorer ceci à un livre que j'aime vraiment beaucoup. Il s'appelle tout simplement Change Management. Il a été rédigé par Jeff Hyatt et Tim Creasy. Et dès la première page, vous lirez ceci. Les résultats et effets des changements sur le lieu de travail sont intrinsèquement et inextricablement liés au fait que les collaborateurs individuels font leur travail différemment. Et oui, bien sûr. Et ça, nous allons pouvoir le représenter sur notre feuille. Je vous le représente sous forme d'exemple et puis vous allez faire l'exercice vous-même sur votre projet. Nous allons connecter les raisons au groupe concerné. Par exemple, vous avez mentionné une première raison pour laquelle on fait ce changement. Par exemple, il serait indispensable pour obtenir cette raison du changement que tous les groupes concernés changent leur façon de travailler. Par contre, la deuxième raison nécessiterait que le groupe A et le groupe E changent de façon de travailler. Et la raison 3 nécessiterait que le groupe C à E changent. Et la raison 4, les groupes A, C et E. Je vous invite à faire cet exercice sur votre feuille. La question, maintenant, vous allez dessiner les connexions, c'est la partie 3 ici. Quels sont les groupes qui doivent adopter et utiliser le changement afin que chaque raison ou objectif soit atteint? Prenez 1 minute et demie pour dessiner ces connexions et en même temps, observez que j'ai déjà préparé une petite question bonus pour vous en bas à gauche. On va y revenir dans 1 minute et demie. Prenez encore une vingtaine de secondes pour dessiner les connexions et je suis à vous tout de suite. Eh bien, venons-en à la question bonus qu'on va vous faire apparaître sous forme d'un sondage. Estimez le pourcentage des résultats et effets attendus qui dépendent du fait que les gens vont changer de façon de travailler. Donc, vous considérez votre projet et en fait, vous pouvez vous poser la question, et si pour une raison ou une autre, les personnes impactées par le changement ne changent pas leur façon de travailler, eh bien, qu'est-ce que vous obtenez? Et vous allez remplir le complément de ceci. Quel est le pourcentage des résultats qui dépendent du fait que les gens vont changer de façon de travailler? Est-ce que c'est moins de 25%? Est-ce que c'est entre 26 et 50%? Est-ce que c'est entre 51 et 75%? Ou entre 76 et 90%? Ou plus de 90%?
Prenez encore quelques secondes. Donc, ce qu'on demande ici, c'est la quantité des résultats, la proportion des résultats qui dépend du fait que les gens vont changer leur façon de travailler. Eh bien, on va regarder les résultats. Eh bien, moins de 25%, je lis 0%. Entre 26 et 50, 5% des participants. Entre 51 et 75, 5%. Et puis, entre 76 et 90, 45%. Et pour plus de 90%, 45% des participants. Ce qui veut dire que pour 90% des participants, eh bien, au moins les trois quarts des bénéfices de votre projet, au moins les trois quarts des bénéfices de votre projet dépendent du fait que les gens vont changer de façon de travailler. Vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle la question qui tue. À partir du moment où quelqu'un prend conscience que plus des trois quarts des bénéfices de son projet dépendent du fait que les gens doivent changer de façon de travailler, il devient absolument évident qu'il faut se pencher sur ce défi de faire en sorte que les gens acceptent, adoptent et utilisent le changement. Et c'est ce que nous allons commencer à découvrir avec le principe numéro 4, qui est le change management en tant que solution à cette réalité du changement. Le change management est un cadre qui vise à gérer le volet humain du changement. Alors, qu'est-ce que c'est le change management? Qu'est-ce que c'est cette bonne façon d'équiper les collaborateurs pour le changement? Je vais commencer par vous dire ce que je n'appelle pas une bonne pratique de change management. Par exemple, envoyer un email lundi pour une formation mardi afin de démarrer mercredi, eh bien, non, non, non. Pour moi, ce n'est pas une bonne façon de préparer, d'équiper les individus pour réussir le changement. Je sais, certains me disent parfois, c'est pas si mal chez nous, on fait les trois le même jour. D'accord, tout est relatif, mais pour moi, ce n'est quand même pas une façon de préparer, d'équiper les individus pour réussir le changement. J'aimerais vous poser cette question maintenant. Dans votre entreprise, à quelle fréquence voyez-vous cette approche de change management, d'introduire les changements comme je viens de décrire? Est-ce que vous le voyez tout le temps, la plupart du temps, parfois, rarement ou jamais? Donc, prenez quelques secondes pour répondre. À quelle fréquence voyez-vous cette approche, ce type d'approche? Eh bien, on va regarder les résultats ensemble. Je lis tout le temps 5%. Donc, dans 5% des cas, on voit ça quasiment tous les jours. La plupart du temps, 24%. Parfois 24%, rarement 33% et jamais 14%. Donc, on voit quand même que dans la moitié des cas, une bonne moitié des cas, eh bien, ce type de, appelons ça cette méthode de change management est visible dans, parfois et même souvent dans les entreprises. Ce qui met bien en évidence l'importance de commencer à appliquer des méthodes plus efficaces, plus intentionnelles, plus structurées, plus proactives pour mener le changement. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant dans ce principe fondamental numéro 4. Je vais définir, vous donner une sorte de définition du change management. Bien sûr, il n'y en a pas qu'une qui est bonne, mais à ce stade-ci, nous allons dire que le change management consiste à préparer, équiper et soutenir les individus au travers des trajets de changement qu'ils parcourent au sein de l'entreprise. Alors, comment allons-nous préparer, équiper et soutenir les individus? Nous disposons d'un modèle très simple et très structuré que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est le modèle ADKAR. Donc, en quelques mots, ADKAR, c'est l'acronyme des 5 étapes qu'un individu doit accomplir pour réussir un changement. Et vous allez œuvrer à mener ces différents éléments ADKAR. Vous allez tout d'abord amener la prise de conscience, qui s'appelle awareness, la prise de conscience du besoin de changer. Et à ce moment-là, vous pourrez commencer à entendre les collaborateurs dire « Ah oui, je comprends pourquoi ».
Vous travaillerez ensuite à leur volonté de s'engager dans le changement et vous les entendrez dire, oui, j'ai décidé d'appliquer ceci. Il leur faudra ensuite les connaissances pour bien l'appliquer. À un certain moment, ils vous diront, oui, je sais comment le faire. Ensuite viendra le besoin d'avoir les bonnes aptitudes pour pratiquer ce changement. Et vous pourrez les entendre dire, oui, je suis capable de le faire bien. Et la dernière étape extrêmement importante dans un trajet de changement, c'est le renforcement. Vous devrez travailler ce renforcement, cette pérennisation du changement jusqu'au moment où vous les entendez bien dire, oui, je continuerai à travailler ainsi. La clé d'un change management efficace, maintenant, c'est d'organiser les activités au sein d'une organisation pour mener les 5 éléments ADKAR. Pour cela, nous utilisons un processus très structuré, un processus en 3 phases. Vous aurez une première phase qu'on appellera la préparation du changement qui consiste à développer une approche adaptée et mise à échelle. Une deuxième phase qui consistera à créer les livrables et les plans pour soutenir les trajets ADKAR. C'est là qu'on va véritablement mener le changement. Et une troisième phase qu'on appelle renforcement pour faire en sorte que le changement tienne. Dans chacune de ces phases, vous voyez, il y a toute une série d'activités bien précises et structurées que nous étudions en détail dans le programme de certification en 3 jours. Les participants peuvent alors, sur leur véritable projet, construire tous ces livrables et préparer leur approche de façon structurée et détaillée. Lors de ce programme de certification, nous les aidons également à mettre en place ce que j'appelle l'écosystème pour faire réussir ce changement, pour faire réussir ce processus et faire réussir les trajets ADKAR pour en obtenir les bénéfices. Cette structure de l'écosystème, c'est la suivante. Elle est composée au départ des directeurs qui ont leur rôle de sponsor. Nous utilisons un modèle que nous appelons ABC qui consiste à sponsoriser les projets de façon active et visible. C'est le A, de bâtir une coalition, c'est le B, et de communiquer directement avec les employés, c'est le C. Dans cet écosystème, nous veillons à développer les managers intermédiaires, et nous utilisons également un modèle bien précis qui s'appelle CLARK, c'est-à-dire que les managers doivent se comporter en communicateurs, en liaison vers le projet, entre leur équipe et le projet, en ambassadeurs du changement. Ils doivent gérer les résistances et ils doivent coacher leurs collaborateurs. Ce sont les 5 lettres de CLARK. Et les employés, bien sûr, vos collaborateurs font partie de l'écosystème et c'est eux qui doivent arriver à l'adoption et l'utilisation du changement. Et tout cela se fait de façon individuelle au niveau de chaque individu, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Dans la méthode, nous mettons en place une structure du changement qui comporte une équipe de changement. Le maître mot pour cette équipe, c'est bien sûr de structurer la méthode et de faciliter le fonctionnement de l'écosystème. Une équipe de projet, le maître mot sera bien sûr d'intégrer le change management dans le plan de projet et de développer un nouveau focus vers le volet humain du changement. Et également des experts et supports tels que les experts en communication, les experts en formation qui vont apporter leur expertise et leur expérience dans ces domaines respectifs. Donc le but du change management, lorsqu'on le structure ainsi, c'est de mener l'adoption et l'utilisation pour fournir les résultats et effets attendus. La recherche faite par ProSci nous a permis de mettre en évidence qu'il y a certains facteurs clés, certains facteurs de succès essentiels pour la réussite de ces trajets de changement. Les 4 que vous voyez ici sont de loin les plus importants. Le premier, c'est l'efficacité du sponsorship. Vient ensuite les communications fréquentes et bidirectionnelles. Vient ensuite l'engagement des managers pour le changement et également l'engagement des collaborateurs pour ce changement. Ces 4-là, ce sont certainement les premières choses qu'il faut regarder attentivement pour faire réussir les changements. Et à côté de cela, nous voyons également 3 autres facteurs essentiels qui sont en fait des éléments qui vous permettront de gouverner les 4 premiers facteurs. C'est avoir une approche structurée. Le change management, ce n'est pas l'improvisation, une approche structurée. Deuxième, c'est de pouvoir dédier des ressources et du budget au change management. Cela ne va pas se faire tout seul. Et le troisième, c'est de bien intégrer la conduite du changement avec la gestion de projet. Je vous invite à prendre votre feuille alors. Et vous allez mettre dans la partie inférieure gauche, vous allez parler de votre approche de change management. Vous allez rédiger, donc dans quelle mesure est-ce que vous utilisez une approche structurée
pour votre projet ou dans votre entreprise, est-ce qu'elle est bien mise à échelle? Est-ce qu'elle est bien adaptée aux spécificités de votre projet? Avez-vous obtenu du budget pour le change management? Rédigez également qui fait le change management dans votre organisation pour ce projet. Et dans quelle mesure êtes-vous en ligne avec les meilleures pratiques pour le change management? Prenez 1 minute et demie pour répondre à ces quelques questions dans la partie inférieure gauche. Eh bien, merci pour cela. Et je pense que je vais pouvoir vous poser une petite question supplémentaire après que vous avez fait cette réflexion sur votre projet dans votre entreprise. Eh bien, ma question est la suivante. Comment appliquez-vous le principe 4? Donc, comment appliquez-vous ce principe qui dit que le change management est un cadre qui vise à gérer le volet humain du changement? Est-ce que vous l'appliquez avec excellence? Est-ce que vous l'appliquez très bien, bien, moyennement bien ou piètrement? Prenez quelques secondes. Attendons encore quelques secondes pour ceux qui hésitent encore. Ok, voyons les résultats. Je lis avec excellence 0%. Je dois vous dire que pour moi, c'est une petite déception. Mais bon, passons. Très bien, 20%. Ça fait plaisir. Bien, 35%. Moyennement bien, 25%. Et piètrement, 20%. Donc, nous voyons cette distribution entre très bien et piètrement. Distribution relativement régulière. Donc, c'est quand même certains participants, il y aurait lieu de trouver des moyens d'appliquer une méthode plus structurée, plus intentionnelle, qui fournira de meilleurs résultats dans vos projets de changement. Merci pour cette contribution à ce petit sondage. Et nous allons pouvoir passer au dernier des 5 principes fondamentaux. Nous appliquons le change management pour concrétiser les bénéfices et effets voulus par le changement. Ici, nous arrivons au principe ultime. C'est la raison pour laquelle nous appliquons le change management et tout particulièrement, nous voulons concrétiser les bénéfices. Nous voulons les bénéfices pour l'entreprise, pour l'organisation. Je vais vous présenter quelques données chiffrées qui vont vous aider à étayer ce principe fondamental. Ceci vient de la recherche de ProSci sur plusieurs milliers de participants. Ce que vous voyez, c'est la corrélation entre l'utilisation de bonnes pratiques de change management et le taux de succès des projets. Et donc, clairement, ce que nous mettons en évidence ici, c'est que nous appliquons le change management pour augmenter la probabilité d'obtenir les effets du changement d'un point de vue business. Vous voyez que ceux qui ont le moins bien utilisé les bonnes pratiques ont un taux de succès de projet de 15%. À l'autre côté du spectre, ceux qui utilisent de la meilleure façon les meilleures pratiques ont un taux de succès de projet de 94%. C'est un ratio de 6. Ce qui veut dire qu'en utilisant des bonnes pratiques de change management, vous multipliez vos chances de succès de projet par un facteur 6. Même donnée de corrélation pour les projets pour le timing des projets. Les projets ont-ils livré leurs solutions à temps? Ont-ils obtenu les bénéfices à temps? Et vous voyez, on passe de 14% à 71%.
Même corrélation pour le respect du budget. Vous voyez également que lorsque nous utilisons au mieux les meilleures pratiques de change management, le respect du budget se fera dans un très grand nombre de cas, dans 81% comparé à 48%. Donc ça, c'est certainement une première des raisons pour appliquer le change management, c'est pour augmenter la probabilité d'obtenir les effets du changement. Je reviens à notre fromage suisse. Vous vous souvenez certainement, si nous n'appliquons pas bien le change management par rapport à ce grand carré vert, qu'obtenons-nous? Le fromage suisse. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le retour sur investissement est moindre, évidemment. Ça signifie que nous allons réaliser moins de bénéfices, que l'amélioration ne sera pas achevée et que ce que nous obtiendrons, eh bien, ce n'est pas ce que nous espérions obtenir. Donc, nous appliquons le change management pour éviter cet état futur de type fromage suisse. Nous appliquons également le change management pour minimiser les conséquences négatives. Les conséquences négatives de changements mal gérés, je suis sûr que vous les connaissez. C'est la frustration, les échecs, la confusion, la méfiance, le stress, le chaos, la démission de certains, l'absentéisme, la colère, la résistance, évidemment, l'anxiété, la démotivation, les conflits, les craintes. Tout ça, c'est ce que vous allez observer si le change management n'est pas mené de façon efficace. Nous appliquons également le change management pour atténuer et réduire le coût et les risques, que ce soit au niveau des individus, au niveau du projet, au niveau de l'organisation elle-même. Vous allez avoir un impact sur les coûts, vous allez avoir un impact sur les risques, suivant que vous appliquez ou pas de bonnes pratiques de change management. Notamment, si vous n'appliquez pas de façon efficace le change management, vous allez rencontrer plein de coûts que j'appelle les coûts de type re. Devoir retravailler, devoir refaire, devoir reformer les gens, devoir reconcevoir, devoir redéfinir et parfois même le repli stratégique sur vos projets. Autre raison pour laquelle nous appliquons le change management, c'est pour contrôler les variables liées au volet humain. Vous vous souvenez, j'ai parlé de la vitesse d'adoption, de l'utilisation à table, de l'efficacité. Ce sont les facteurs humains qui vont influencer les résultats de l'entreprise. Eh bien, le change management, vous allez pouvoir l'utiliser pour avoir un meilleur contrôle sur ces trois variables. De même, nous appliquons le change management pour capturer le retour sur investissement qui dépend du volet humain. Vous vous souvenez, nous avons fait cet exercice. On avait vu que dans la plupart des cas chez vous, au moins 3/4 des bénéfices des projets dépendent du facteur humain. Ici, j'ai quelques statistiques recueillies lors d'un séminaire de Gartner, un séminaire en Business Process Management en 2014. Vous voyez, la grosse majorité disait 100%, 90%, 80%, 85% des résultats, des bénéfices de l'entreprise dépendent de l'adoption et de l'utilisation. Également, un webinaire de ProSci en 2015, vous voyez, c'est les mêmes statistiques qui reviennent. Dans la grande majorité des cas, plus de 80% des bénéfices de votre projet dépendent du volet humain. Et donc, c'est une raison supplémentaire pour laquelle il est si important de faire du change management. Nous appliquons le change management pour fournir des résultats, bien sûr, et avoir de l'effet, avoir des effets positifs, générer de la valeur, du retour sur investissement, rencontrer les objectifs, avoir le succès, avoir tous les résultats voulus, les effets, avoir la compétitivité, le maintien des solutions, les bénéfices, la motivation et tous les avantages qui en découlent. Ceci me permet de vous donner en fait ma définition la plus courte, la plus succincte du change management. Le change management, c'est mobiliser les gens pour concrétiser les résultats. Et donc, je vais résumer ce principe numéro 5. Nous appliquons le change management pour améliorer la probabilité d'obtenir les effets du changement, pour atteindre ou dépasser les objectifs à temps et dans le respect du budget, pour éviter un état futur de type fromage suisse, pour minimiser les conséquences négatives, pour atténuer et réduire les coûts et les risques, pour contrôler les variables liées au volet humain, pour capturer le retour sur investissement qui dépend du volet humain et pour fournir des résultats et avoir de l'effet. Je vous invite donc maintenant à prendre la dernière partie de votre feuille et y rédiger « Qu'espérez-vous réaliser avec le change management ?» Identifiez la valeur que vous pouvez apporter lorsque vous faites un excellent travail pour préparer, équiper et soutenir les gens au travers des changements qu'ils rencontrent.
Rédigez ça en termes de probabilité de succès, atténuation des coûts et des risques, etc., comme on vient de le voir. Prenez 1 minute et demie pour rédiger cela. Qu'est-ce que vous allez penser que vous allez pouvoir obtenir en appliquant une méthode structurée telle que je viens de le décrire? Prenez 1 minute et demie. Merci, merci pour ça. Et j'ai encore une requête. Lorsque vous avez terminé de rédiger cela, je serai, par pure curiosité, très intéressé de voir ce que cela donne sur vos projets respectifs, votre véritable contexte. Donc, pour tous ceux qui ont fait cet exercice, je serais intéressé que vous m'envoyez, vous prenez votre smartphone, vous faites une petite photo de votre feuille, ne vous en faites pas, je ne ferai pas attention aux soins, vous faites une petite photo de votre feuille et vous me l'envoyez à mon adresse email. Alors je vous rassure tout de suite, chez Nexum, nous n'en faisons rien du tout. Donc ça, vous pouvez être tout à fait rassuré par rapport à cela. C'est simplement pour ma curiosité personnelle dans ce webinaire. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont pu faire cet exercice entièrement et qu'est-ce que cela donne comme résultat? Donc n'hésitez pas, vous envoyez votre smartphone, vous faites une petite photo et vous me l'envoyez à cette adresse. Et lorsque vous avez fait cela, eh bien, nous sommes prêts à reprendre, à résumer nos 5 principes fondamentaux. Numéro 1, nous changeons pour une raison. En 2, le changement organisationnel nécessite le changement individuel. En 3, les effets organisationnels sont en fait le résultat collectif des changements individuels. Tout ceci, c'est la réalité du changement. Et en 4, nous apportons le change management comme solution à cette réalité du changement et nous disons que le change management est un cadre qui vise à gérer le volet humain du changement. En 5, nous appliquons le change management pour concrétiser les bénéfices et effets voulus par le changement. Et ça, vous pouvez l'utiliser dans votre vie de tous les jours au boulot, lorsque vous interagissez avec un projet, par exemple. Voici tout un exemple, toute une série de questions que vous pouvez poser à l'équipe de projet. Vous avez des questions par rapport à chacun des cinq principes fondamentaux. Et vous allez voir que lorsque vous leur posez ces questions-là, vous arriverez petit à petit à véritablement les mettre au diapason du change management et vous arriverez à faire en sorte qu'ils commencent à intégrer le volet humain du changement dans leur projet. Eh bien, voici comme conclusion donc, les 5 principes fondamentaux que je vous souhaite bien sûr de retenir le mieux possible. Nous arrivons au bout de cette petite présentation. Vous pourrez bien sûr à tout moment nous envoyer des questions, soit à Antoine, soit à moi-même. Vous pouvez avoir aussi beaucoup d'informations sur notre site internet et également vous pouvez vous connecter à notre communauté sur LinkedIn. Et maintenant, je pense que nous avons du temps pour quelques questions et je vais me tourner vers Antoine. Merci Vincent et merci à toutes et à tous pour votre participation active pendant cette heure de webinaire. Nous espérons qu'elle vous a plu. Vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander si les slides seraient disponibles et la réponse est oui. Vous aurez accès aux slides. Elles seront publiées sur notre page LinkedIn dont vous avez l'adresse sur votre écran. Elles seront publiées dans le courant de la semaine prochaine. Alors, dans les questions que nous avons reçues, Vincent, la première, c'est comment est-ce que Nexum fait pour sensibiliser une direction à la valeur du change management? C'est une excellente question et en effet, elle n'est pas anodine du tout. Ceux qui font déjà
tant soit peu de change management réalisent bien que le facteur de succès numéro un, effectivement, il est au niveau de la direction, il est au niveau des sponsors. Je rencontre en effet beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui sont même parfois un peu désespérés parce qu'ils essayent d'y mettre les meilleurs moyens, les meilleures pratiques, mais ils réalisent que là au-dessus, ça ne marche pas vraiment, ils ne sont pas vraiment sensibilisés à cela. Eh bien, chez Nexum, nous avons développé un atelier spécifique d'une petite journée, oui, une toute petite journée, à l'attention d'un groupe de sponsors ou d'un comité de direction. La structure que nous y mettons, c'est une orientation stratégique sur le succès des projets en général en procédant de façon intentionnelle et structurée. Et également la prise de conscience de l'importance de leur rôle, l'importance du rôle de sponsor, et nous nous basons pour cela sur les données d'une vingtaine d'années de recherche auprès de milliers de participants qui mettent bien en évidence à quel point leur rôle est important pour le succès de leur projet. Et nous utilisons même un outil d'auto-évaluation de compétences de sponsors qu'ils appliquent durant cette journée. Et nous voyons avec eux ce que cela signifie et comment ils peuvent améliorer le sponsorship. Et nous abordons également avec eux ce que signifie une culture de projet dans leur entreprise et comment ils peuvent agir, quelle est la feuille de route qui leur permet d'améliorer la maturité de leur entreprise en conduite du changement. Merci Vincent. Une autre question très intéressante aussi, comment amenez-vous l'équipe projet à cesser de minimiser l'impact du changement? Oui, j'aime beaucoup cette question et en effet, c'est une situation qu'on voit très souvent. Le chef de projet, je vais caricaturer, mais on lui donne comme objectif de livrer à temps et dans les budgets, point. Et si il s'arrête là, eh bien le change management aura malheureusement très peu de place. Il est un exercice que j'aime utiliser, que j'aime pratiquer avec eux. Ceux qui ont suivi la certification avec moi le connaissent. Je l'appelle l'exercice des 4 P. Ça signifie inciter le chef de projet à donner, le premier P, c'est bien sûr le nom du projet, dire ensuite quel est le pourquoi du projet, les objectifs. Ensuite, les produits du projet, les véritables livrables. Et il est vrai que c'est le langage habituel d'un chef de projet, de dire voilà mon projet, comment il s'appelle, voilà les objectifs et voilà les livrables, point. Et puis, j'introduis un 4e P, qui est les personnes. Et je mets en évidence, et alors, quelles sont les personnes qui vont devoir changer de façon de travailler en fonction de ce projet. Et je leur ouvre les yeux sur l'existence de ces personnes, bien sûr, et je viens avec cette question qui tue, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est, et maintenant, quel est le pourcentage du pourquoi, du 2e P, qui dépend du fait que les gens vont changer de façon de travailler. Et dans la réflexion, dans la discussion, ils réalisent en effet, c'est quasiment toujours le cas, qu'au moins 80%, et même très souvent 100% des bénéfices de leur projet dépend du fait que les gens vont changer de façon de travailler. Et alors à ce moment-là, il est clair, leurs yeux sont vraiment ouverts sur le volet humain du changement et on peut commencer à travailler cela avec eux. Essayez, ça marche très bien, c'est très efficace. Alors nous avons quelqu'un de la Suisse qui nous signifie qu'il y a d'autres fromages que l'emmental en Suisse. Bien évidemment, c'était une référence plutôt drôle. Alors une autre question, à quel type de changement s'applique la méthodologie ProSite? Eh bien, je dirais, pour être, fair play, que si vous trouvez un changement qui n'a absolument aucun impact humain, eh bien, je concéderais que le change management ne sera pas utile pour ce changement-là. Donc, cherchez bien. Dans tous les changements que je rencontre en entreprise, il y a toujours un volet humain. Si évidemment un exemple, une fusion d'entreprises, le volet humain est énorme, mais je vais prendre l'autre côté du spectre. Si vous déplacez les poubelles sur un plateau et vous les centralisez, eh bien c'est également un changement. Et si vous n'appliquez pas un minimum de bonnes pratiques par rapport à cela, vous aurez des réactions très négatives qui ne vont pas mettre l'entreprise en danger, certes, mais qui peuvent avoir des conséquences assez négatives sur le moral de certains collaborateurs. Donc, pour cela aussi, déplacer les poubelles sur un plateau, je pense que c'est un type de changement où on peut également faire du change management
On est bien d'accord qu'il ne faudra pas appeler le CEO pour ça, mais il y a quand même quelques pratiques à utiliser. Nous avons également une personne ici qui nous demande, est-ce qu'il existe des outils dans la méthodologie ProSci pour nous aider justement à mettre en œuvre cette gestion du changement à côté de la gestion de projet qui est déjà bien outillée? Oui, alors la réponse, tout d'abord la question est très pertinente et surtout la réponse est un énorme oui. À vrai dire, je ne pourrais pas moi-même compter la centaine d'outils qu'il y a dans cette boîte à outils. Donc, les personnes qui font le programme de certification reçoivent un accès gratuit à un portail qui contient une boîte à outils électronique. Et pendant les 3 jours, nous les aidons à utiliser, à appliquer au mieux ces outils tout au long du processus d'application de la méthode sur leur projet. Alors, quel genre d'outils? Vous avez des outils d'évaluation, de diagnostic, sur l'entreprise, sur le changement lui-même, sur les aspects culturels de l'entreprise, sur les compétences des sponsors. Oui, oui, cela existe et c'est vachement bien fait. Sur les compétences des managers. Et vous avez des outils de type des modèles, des templates pour les plans de communication, pour la feuille de route de sponsor, pour la gestion des résistances, pour les plans de coaching, etc. Vous avez toute une série d'outils qui vous aident à faire le renforcement du changement. Les outils sont là dans cette boîte à outils par centaines avec un système de recherche qui vous permet en 2-3 clics uniquement d'obtenir chaque fois l'outil qui est le plus approprié en fonction du défi que vous avez. Merci Vincent. Peut-être une dernière question alors. Quelles sont les meilleures pratiques pour embarquer les managers résistants, les managers intermédiaires qui jouent un rôle clé bien souvent puisqu'ils peuvent à la fois faire réussir un changement mais également le saboter s'ils ne sont pas embarqués? Cette question est tellement bonne et tellement appropriée. Donc pour information, la recherche montre que dans 49% des cas, donc dans quasiment la moitié des cas, c'est les managers qui constituent la population la plus résistante. Donc cette question est d'autant plus pertinente. Bon, d'autant plus que c'est pas facile. Les managers peuvent être véritablement très résistants. Ce que nous faisons donc chez Nexum, nous organisons des ateliers d'une journée avec des groupes de managers où nous les aidons à aller au travers d'un processus bien précis. En quelques mots, ce processus comprend une toute première phase qui fait en sorte qu'ils travaillent leur propre résistance sur le projet. Nous les aidons à identifier les différents projets en cours et à se poser les questions sur leur niveau de prise de conscience, sur la nécessité business de ces projets. Et ensuite, nous entamons avec eux des discussions qui les aident à s'ouvrir concernant les objections, les craintes, donc les résistances qu'ils peuvent avoir par rapport à ces projets. Et nous examinons des pistes. Comment vont-ils agir en fonction de ces résistances? Vont-ils essayer de donner le change vis-à-vis de leur équipe? Vont-ils communiquer leur résistance, provoquer une contagion au sein des équipes? Ou vont-ils à l'encontre de cela, prendre une attitude constructive, et c'est ce que nous les encourageons à faire, prendre une attitude constructive pour que leur résistance puisse être gérée, en effet, de façon constructive. Cela va passer par un minimum d'ouverture et un minimum d'interaction et d'ouverture avec leur hiérarchie. Et nous agissons aux différents niveaux de cet écosystème pour que cela puisse se produire. Et je ne peux pas m'empêcher de poser encore une dernière question qui nous est venue ici en dernière minute. Pour toutes les autres questions, par contre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail soit à Vincent, soit à moi. On se fera évidemment un plaisir d'y répondre. Mais donc pour ici, la dernière question, c'est quel est le pourcentage du budget d'un projet qu'il faut prévoir pour le change management? Combien est-ce que ça coûte réellement du change management? Oui, ok, donc oui, très bonne question et également très judicieuse. Bon, tout d'abord, je tiens à faire savoir qu'il n'existe pas un chiffre précis. Donc, on peut prendre différents exemples. Je parlais tout à l'heure de remplacement de serveurs dans une salle des machines. Là, la proportion de budget change management va être infime par rapport aux investissements énormes en matériel informatique. Si, à l'opposé de cela, on prend un programme de transformation culturelle,
eh bien, le change management prendra la quasi-totalité du budget du projet. Donc, on voit bien qu'il n'est pas évident du tout de donner une valeur habituelle. Néanmoins, j'ai pu observer que pour un type de projet assez classique, disons une implémentation ERP, eh bien, le budget change management est de l'ordre d'un bon 10% du budget du projet, 10 à 15%. Voilà. Et cela comprend des consultants des ressources en change management, tout ce qui concerne la formation, l'organisation de certains événements, parfois un certain matériel orienté vente de la solution. Ça comprend tout ça, un bon 10 à 15%. Mais d'un cas n'est pas l'autre, évidemment, ça va aussi dépendre de la culture de l'entreprise. Dans certaines entreprises, il faudra faire beaucoup plus d'efforts, et dans d'autres entreprises, plus habituées au changement, on pourra y arriver à moindre coût, évidemment. Quoi qu'il en soit, je vous recommande vraiment, plutôt que d'avancer platement un certain montant, parce que dans ce cas-là, la réponse sera très probablement non, commencer par présenter, par ouvrir les yeux sur les conséquences potentielles, les conséquences négatives si le changement est mal géré. Si vous prenez l'exemple d'un projet d'implémentation d'un ERP, SAP par exemple, si le changement est mal géré, si les utilisateurs rejettent SAP, retournent à leur petite feuille Excel, quel bénéfice du projet tirez-vous? Ça, vous pourrez probablement le chiffrer. Et ça, ce sera probablement en centaines de milliers, si pas en millions d'euros. Et à côté de cela, vous pouvez placer 1 ou 2 équivalents temps plein en change management et les directeurs verront bien que c'est peanuts, que c'est vraiment négligeable, et ainsi vous obtiendrez les budgets pour faire le change management sur un tel projet. Voilà, merci Vincent, merci à toutes et à tous pour votre participation active pendant ce webinaire. Vous recevrez un mail de suivi donc, avec toutes les informations, et comme je le disais, les slides seront disponibles sur notre LinkedIn à partir de la semaine prochaine. Il y aura d'autres webinaires de ce type qui seront organisés prochainement, et vous recevrez bien évidemment les prochaines dates par email et par notre LinkedIn. Bon après-midi à toutes et à tous et bon week-end.